Bonsoir José Bové, Bonsoir. merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et vice-président de la Commission des affaires agricoles au Parlement donc de Strasbourg et Bruxelles. Et vous venez de publier Du Larzac à Bruxelles, l'Europe telle que je la vis. Et ce sont des entretiens avec Jean Quatremer, grand spécialiste de l'Europe, et lui plutôt fédéraliste et plutôt très partisan de l'Europe, avec vous qui venez quand même du non, après un certain trajet sur lequel on va revenir. Donc ce livre, c'est aux éditions du Cherche Midi. On va parler évidemment d'agriculture et aussi de politique, mais d'abord, le député européen que vous êtes approuve-t-il ce soir la demande de Nicolas Sarkozy de suspendre toutes les relations avec Tripoli et d'envisager des sanctions concrètes et immédiates? Alors, je pense que là-dessus, qu'on a déjà pris beaucoup de retard au niveau de ce qui s'est passé d'abord en Tunisie puis en Égypte. Je crois qu'il faut prendre des positions claires. Il faut que l'Europe aussi parle d'une seule voix et que les 27 s'expriment de manière claire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est quasiment tombé. Donc aujourd'hui, prendre des sanctions aujourd'hui contre le gouvernement Kadhafi, je ne vois pas très bien contre qui on va prendre des sanctions. Par contre, aider le territoire qui est déjà aujourd'hui libéré, moi je crois qu'il faut faire peut-être des ponts aériens avec ces territoires pour apporter de l'aide, des médicaments, peut-être un soutien économique, je ne sais pas de quelle manière, mais là on peut aider directement. Rentrer dans un conflit, ça n'a à mon avis pas de sens. Oui, parce que hier je citais le Wall Street Journal et d'autres intervenants qui disaient qu'il faut peut-être même bombarder les avions de Kadhafi, ou bien les troupes, les mercenaires qui sont en train de massacrer la population civile, et donc intervenir pour sauver les Libyens. Mais je pense que là, aujourd'hui, les Libyens sont en train de s'occuper de libérer leur territoire. Je pense, alors c'est vrai mais on voit que les pilotes d'avions refusent de bombarder, s'éjectent et préfèrent détruire leurs avions. Donc moi, je pense qu'il faut apporter un soutien logistique sur le terrain, peut-être à travers, depuis la Tunisie, peut-être par l'Égypte. Mais je crois que là, on peut jouer un rôle concret. En même temps, il faut d'ores et déjà saisir les avoirs de la famille Kadhafi. Ça, je pense que c'est élémentaire et immédiat, il ne faut pas attendre. La diplomatie européenne doit parler d'une même voix, vous dites. C'est les Italiens qui bloquent un peu. Comment ça se passe? Écoutez, moi je pense que là-dessus, l'Europe a mal joué depuis très longtemps sur la question de la Libye, notamment à cause de la question de l'immigration, en mettant en avant Kadhafi, en le mettant en gros gardien de la frontière africaine. On lui a donné un rôle absolument exorbitant et là-dessus Berlusconi a une lourde responsabilité. Alors maintenant on nous fait craindre, et c'est ce qu'a dit Berlusconi, que si... Mais c'est un danger réel, l'afflux important d'immigrants... Le problème, ça c'est le problème, en gros, si on ne met pas les conditions pour permettre à ces gens de vivre dignement, donc il va falloir investir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai projet pour l'ensemble de la zone Tunisie, Libye, Égypte, puis après je ne sais pas où ça va aller, mais il faut qu'on ait un projet de soutien économique fort et de développement et aider la démocratie à se construire. Alors ça se fait au niveau de la société civile, mais il faut que l'Europe en tant que tel le fasse. Et là, on sera beaucoup plus efficace que quand on a voulu construire une Euro-Méditerranée qui était un peu formelle avec des dictatures. Je vous entends parler de l'Europe, là, comme ça, avec une grande passion. Vous qui étiez pour le non, vous qui avez plutôt fait une carrière sur l'anti-Europe, aujourd'hui, ça y est, vous êtes dans les pantoufles du député européen, vous êtes dans le job, vous êtes à l'aise, ça va, je suis à l'aise, je suis tranquille. Mais j'ai jamais été anti-européen, puisqu'en tant que syndicaliste paysan pendant 30 ans, c'est à Bruxelles qu'on a débattu, c'est avec Bruxelles qu'on s'est battu contre la PAC telle qu'elle était, contre l'Organisation mondiale du commerce et la logique libérale qu'imposait Pascal Lamy quand il était commissaire. Bref, c'est contre cette Europe-là que je me suis battu. Et cette Europe-là, c'est pas l'Europe citoyenne ou l'Europe fédérale que je souhaite. Donc pour moi... Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème. Vous êtes passé du Larzac à Bruxelles sans problème. Comme le dit votre livre, vous êtes tombé aussi un peu sous le charme de Danny Cohn-Bendit au passage. Non, là on n'a pas mis longtemps entre nous pour s'entendre. Et surtout, moi j'étais européen avant l'heure, puisqu'en fait mon père est luxembourgeois, ma mère est française du sud-ouest. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours passé mes vacances à Bruxelles, par exemple. Ah ça c'est rare, c'est vrai que c'est assez rare. Voilà, mes grands-parents étaient fleuristes à Bruxelles. Tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Donc pour moi, le Luxembourg, Bruxelles, l'Allemagne, ça fait partie en fait de ma jeunesse. Voilà, donc tout à fait à l'aise à Bruxelles. Le briseur de McDo est devenu beaucoup plus respectable et beaucoup plus, comment dire, dans une position plus notable. C'était pour défendre l'Europe et sa position de refus d'importer du bœuf aux hormones qu'on a démonté le McDo.
quand même se rappeler que c'est parce que l'Europe a refusé l'entrée du bœuf aux hormones en provenance des États-Unis. Et là, il y a eu un conflit Est-ce que vous regrettez du coup un certain nombre de vos méthodes de l'époque? Aujourd'hui, que vous voyez que vous travaillez par d'autres méthodes, que c'est aussi possible? Quand on peut avancer autrement, il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout. Mais là, par exemple, on est sur un dossier aujourd'hui en France, sur les propositions du gouvernement qui a donné des permis de prospection sur le gaz de schiste. Or, ça s'est fait sans aucun débat à l'Assemblée nationale. Et j'apprends aujourd'hui qu'en Seine-et-Marne, à Douai, on nous annonce le premier puits par la compagnie Toréador, du frère de M. Balkany, premier forage le 15 avril. C'est insupportable, alors qu'il y a une mission d'enquête qui est en cours. Donc là, effectivement, c'est certain que si ce projet continue, eh bien, on se mettra en face et on bloquera les camions, on les empêchera d'arriver. Donc, mais ça, c'est quand la démocratie ne fonctionne plus. Quand tous les moyens ont été utilisés et qu'on bafoue la démocratie, eh bien, il faut agir, c'est obligatoire. Donc vous n'avez pas renoncé complètement à vos méthodes. Un mot sur les agriculteurs, justement. Le salon, vous y étiez il y a quelques jours. Aujourd'hui, on a encore vu Martine Aubry, Dominique de Villepin, hier Jacques Chirac, grande star. Qu'est-ce que vous pensez quand vous les voyez? Vous, sans doute, peut-être le vrai paysan. Écoutez, moi, c'est vrai que ça fait des années que je suis au salon de l'agriculture. Donc, c'est vrai, d'une certaine manière, je me dis, c'est bien. Le problème, c'est que ça dure en général quelques heures. Et puis après, le reste de l'année, plus personne ne s'intéresse à l'avenir des paysans. Alors qu'il y a une vraie crise et que sans paysans, c'est vrai qu'il n'y a plus d'agriculture et que c'est malgré tout la base de notre vie. C'est la base de notre vie. Mais tous ceux qui disent aujourd'hui que la France des terroirs, on va y revenir, la France des territoires, la France des terroirs, c'est plus la France non plus d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, elle est urbaine, elle est de services, elle est de bureaux, enfin concrètement, objectivement. C'est vrai que si on regarde objectivement en termes de population active, la part des paysans à la population active s'est complètement effondrée. On est à moins de 3%, ce qui n'est pas la réalité de tous les pays européens, parce que dans certains pays, on est à 25% encore. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut avoir une vision globale. Mais en même temps, une France sans paysans, ce n'est plus possible. Et si on continue dans le processus, si on n'installe pas des nouveaux paysans, eh bien, les gens ne vont pas pouvoir continuer à s'agrandir éternellement. Alors, est-ce qu'on aura des friches? Est-ce qu'on aura des territoires vidés? C'est ça le problème aujourd'hui. Et moi, je crois que par rapport à ça, il faut une position politique offensive, parce qu'il est important, dans le cadre de l'équilibre des territoires, que les gens puissent rester sur leur territoire. Donc, ça veut dire aussi les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ça doit être maintenu. C'est une politique, en gros, des rééquilibrages du territoire qu'il faut mettre en place. Alors, quel est le candidat qui soutiendra tout cette vision justement de rendre des paysans à la France, remettre des paysans en France? J'ai entendu, comme vous avez entendu Christian Jacob dire Dominique Strauss-Kahn, c'est pas l'homme des territoires, c'est pas l'homme des terroirs. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette phrase? Ça m'a fait... j'ai trouvé ça assez malsain et j'ai trouvé que c'était assez ambigu. Alors moi j'ai trouvé ça ambigu. Et pourtant il est paysan comme vous, quoi. C'est comme ça qu'il se réclame. Oui, alors il s'est réclamé de ça. Je pense qu'on ne doit pas habiter le même milieu rural où on n'a pas la même vision. Parce que pour moi le milieu rural c'est quelque chose d'attractif, de vivant et d'accueillant. Dire ça, c'était déjà dire d'où il sort, est-ce que c'est un apatride, voilà, c'était assez ambigu et malsain et je pense que c'est bien que ça soit arrêté ce débat-là. Moi je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut, c'est que dans le projet de 2012, la question de l'agriculture, la place des paysans et le lien entre agriculture et environnement soit au cœur aussi des projets. Ça va pas, la campagne ne va pas se faire que sur ça, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas simplement parler du problème de l'agriculture au moment du salon. Et je crains que l'année prochaine, en pleine campagne électorale, on va avoir des promesses. Il y aura encore un salon. Il y aura un salon et ça va être encore pire que cette année. Mais alors, qui va le porter ça? Alors, quand je veux parler de Dominique Strauss-Kahn, vous, venant de là où vous venez, c'est-à-dire altermondialiste, est-ce qu'au deuxième tour, je parlerai peut-être du premier tour après, mais est-ce que vous êtes prêt à voter pour Dominique Strauss-Kahn si c'était le candidat du Parti Socialiste? Moi, j'aurais pas... Le directeur général du FMI. Mais écoutez, c'est le directeur général du FMI. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit sur la réforme du FMI. C'est vrai qu'en partie, il y a eu une réforme interne du FMI depuis qu'il est là. Mais si on vote pour Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry ou quelqu'un d'autre au deuxième tour, c'est parce qu'on aura passé d'abord un accord sur un projet commun en vue d'un gouvernement. Donc c'est sur ce projet qu'on votera. Ce sera moins sur une personne. C'est pas moi qui vais choisir le candidat des socialistes. Donc si le Parti socialiste est en tête pour créer une alternative demain à Nicolas Sarkozy, eh bien moi j'aurai aucun état d'âme
pour construire cette alternative avec eux. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que Nicolas Hulot a décidé d'être candidat? Il l'aurait confié à plusieurs personnes, peut-être à vous? C'est un secret pour personne qu'il est en train de préparer la sortie de sa fondation, de Ushuaïa, de son émission de télé, qui protège les salariés avec qui il a travaillé pour pas qu'ils se retrouvent au chômage demain, et qu'il a envie d'y aller. Donc voilà, ça c'est une certitude. Il annoncera certainement à la fin du mois de mars. Nous, c'est là après que la difficulté commence. Mais vous pouvez me dire, oui, j'ai des confirmations, enfin plus directes. J'ai pas de confirmation ni officielle ni officieuse directe, mais tout se prépare dans ce sens-là. C'est là que le problème va commencer pour nous, parce qu'on aura 2 candidats. Plus important, il y a 4 candidats en réalité, mais il y en a 2 contre Eva qui ça va Joly, jouer. Nicolas Hulot. Voilà. Alors vous dites, il faudrait que ce soit Eva Hulot ou Nicolas Joly, mais ça me paraît difficile. Et ça va être vraiment compliqué. C'est pour ça que moi, cette situation est vraiment embarrassante, parce qu'on a 2 bons candidats qui ont 2 histoires différentes et qui incarnent l'écologie les 2. Sauf qu'ils incarnent pas peut-être de la même manière. Alors il va falloir peut-être qu'on débatte, qu'on fasse des primaires normalement. Faire des primaires, mais moi j'aime pas beaucoup ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire des primaires au niveau des écolos? Ça va être un peu, voilà, il y aura les primaires des socialistes puis les primaires des écolos. Moi j'espère qu'on sera... C'est démocratique. C'est démocratique, mais j'espère qu'on arrivera à être un peu plus mature et qu'en les réunissant et peut-être en débattant collectivement devant les Français, eh bien on sera capable de faire en sorte qu'il y ait 15 candidats à l'arrivée. Mais s'il faut arriver à voter, qu'il y en a un qui fait 45, l'autre 55, ça va pas être génial, quoi. Oui, et Nicolas Hulot quand même, c'est un vrai écolo. Mais c'est pas un homme de gauche. C'est-à-dire que est-ce que vous attendez à ce qu'il appelle à voter, par exemple, pour un candidat de gauche au 2e tour? Nicolas Hulot, c'est pas totalement sa famille. Je pense qu'il a compris ce qui s'était passé. Je crois qu'il a été, le moins qu'on puisse dire, un peu échaudé avec ce qui s'est passé après le Grenelle de l'environnement. Parce que il a mis le paquet sur le Grenelle de l'environnement, et puis on lui a expliqué la taxe carbone, c'est terminé, et puis au fur et à mesure le Grenelle de l'environnement s'est affaissé, et là-dessus maintenant il y a le gaz de schiste, et le président de la République dit l'environnement ça suffit au salon de l'agriculture l'année dernière. Bref, tout ça, ça fait beaucoup, quoi. Mais ça suffit pour le faire passer à gauche. Je pense qu'il a compris la limite du processus. Il est allé jusqu'au bout avec son pacte écologique, puis ensuite avec le Grenelle de l'environnement, et il s'est rendu compte qu'il était aujourd'hui dans une impasse. Que s'il n'y avait pas vraiment une modification radicale du processus au niveau économique, au niveau social, eh bien on n'avançait pas. Donc c'est pas simplement du replâtrage écologique qu'il faut, c'est bien un autre projet pour transformer la société. Donc il faut absolument un candidat écologiste, parce que je sais que par exemple Gabi Cohn-Bendit disait avec la progression de Marine Le Pen, il faudra peut-être un seul candidat à gauche pour dépasser très clairement dès le 1er tour Marine Le Pen. Écoutez, moi je pense que c'est aussi une possibilité qui reste ouverte. C'est-à-dire s'il y a quelques mois des élections, on voit que cette situation est possible et qu'on va vers un 21 avril 2001, il est clair que ce n'est pas supportable. Et nous, Europe Écologie, on a aussi cette responsabilité de dire, dans ces cas-là, on pourrait se retirer. Moi, c'est quelque chose que j'envisage aussi très clairement et que j'expliquerai à la fois à Eva Joly et à Nicolas Hulot si l'un des 2 est le candidat. Merci beaucoup, José Bové, d'être venu sur le plateau de BFM TV.